ID6. Oui, bonjour à tous. Donc nous, ID6, on est donc une société de services en informatique. On est basé sur Annecy et sur Lyon. On est 15 personnes et on va avoir une activité sur 3 pôles. Un pôle, infrastructure, et sécurité. On va s'occuper de la maintenance des réseaux de nos clients, du déploiement des serveurs, des postes, et tous les équipements annexes. Un pôle télécom, avec la gestion de tout ce qui est téléphonie fixe, mobile et liens internet. Et le 3e pôle, c'est le cloud avec, notre présence dans des data centers pour, héberger, vos données, et vos sauvegardes, dans des endroits plus sécurisés que potentiellement vos locaux, d'entreprise. Voilà pour nous. Hem, on va attaquer, donc sur la partie informatique. Après, je rendrai la main, à mes collègues de GEPCA pour la partie assurance. Hem et on va attaquer directement sur ce qui est le plus connu, c'est-à-dire les cryptovirus. On en a tous entendu parler, hein, on connaît tous des entreprises qui ont été, infectées. Un cryptovirus, c'est un programme informatique malveillant qui prend en otage l'entreprise en chiffrant les données de l'ordinateur et force l'utilisateur à payer pour les débloquer et les récupérer. Donc concrètement, vous êtes en train de travailler et puis tout d'un coup, il y a un truc bizarre qui se passe sur un des postes. Quelqu'un a le plus souvent fait une bêtise, a cliqué sur un mail qu'il fallait pas ou autre chose et il se retrouve avec, un programme infecté sur son ordinateur qui va détecter l'ensemble des partages réseau, l'ensemble des bases de données, du CRM, de tous les logiciels métiers et crypter tout ça. Il fait que, l'ensemble des données de l'entreprise et potentiellement l'ensemble des postes de l'entreprise vont être inutilisables. Voilà, donc l'objectif du cryptovirus, c'est de bloquer, l'activité de l'entreprise et en échange de demander une rançon pour pouvoir, débloquer le système. Hem, on a 2 méthodes principales les pirates ont 2 méthodes principales pour atteindre leurs objectifs, hein. Une attaque automatique par email, donc ils ont des bases de données, d'email et ils vont lancer, des campagnes de spam avec, des pièces jointes, ils sont imaginatifs sur le contenu pour dire qu'il faut aller rapidement retirer un colis, que la banque, il y a un problème, que vous n'avez pas payé une facture. Voilà, enfin, ils trouvent, plein d'astuces pour essayer de vous faire cliquer sur une pièce jointe et cette pièce jointe va infecter, votre poste. Donc là, c'est vraiment une attaque de masse. On essaye d'envoyer à des dizaines, des centaines de milliers de personnes, un email en espérant tomber sur la personne qui va cliquer dessus. La 2e, méthode, c'est une attaque ciblée. Donc, on va avoir des scans des réseaux, qui vont être faits depuis l'extérieur, depuis internet, pour essayer de trouver une porte ouverte. Alors ça peut être, un site web hébergé en interne, ça peut être une messagerie hébergée en interne, un extranet ou des choses comme ça. Une fois que cette faille est détectée, ils vont l'exploiter pour, s'infiltrer dans le réseau de l'entreprise et à partir de là, ils vont, petit à petit, sans que personne s'en aperçoive, tisser leur toile et prendre le contrôle des différents éléments, prendre le contrôle du serveur, prendre le contrôle de la sauvegarde pour, pouvoir lancer une attaque en différé, en faisant le maximum de dégâts possible. Hem Les risques pour l'entreprise, elles vont être de 2 ordres, ça va être la fuite des données et le chiffrement des données. Les 2 ne s'excluent pas, hein, c'est-à-dire qu'il y en a où c'est fromage et dessert. On a la fuite des données plus le chiffrement des données. Donc la fuite des données, les pirates vont être intéressés par tout ce qui peut être, données, personnelles. Donc pour une mairie, ça peut être une base, d'utilisateurs, voilà, avec des adresses mail, des numéros de téléphone, des noms d'utilisateurs, dans des cabinets médicaux, des dossiers patients parce que, voilà, si vous êtes malade, malheureusement, vous avez plus de valeur sur internet que si vous êtes en bonne santé. Voilà, plein de types de données, qui peuvent intéresser les pirates, pas seulement les brevets, ou les choses comme ça, vraiment des données plus basiques. Et puis le chiffrement, des données, là, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on fait le maximum de dégâts pour bloquer, complètement, l'accès, aux données de l'entreprise et donc bloquer le système. Tout le monde se retrouve au chômage technique en attendant qu'on ait une solution
pour pouvoir décrypter les fichiers et retravailler. Quelques chiffres clés, on a aujourd'hui des attaques toutes les 10 secondes sur les ordinateurs et les réseaux d'entreprise. C'est-à-dire que si vous voulez vous amuser, vous vous connectez sur un pare-feu avec votre prestataire informatique et vous allez voir arriver en continu des scans de votre réseau, même si vous êtes un petit artisan ou vous soyez n'importe qui, sur tous les réseaux, vous allez avoir arrivé en continu toutes les 10 secondes en moyenne une attaque sur votre réseau. Plus les mails qui arrivent dans vos boîtes aux lettres. Autre stat intéressante, en 2020, il fallait en moyenne 207 jours pour identifier les failles de sécurité informatique. Dans ces 207 jours, on a une partie éditeur, c'est-à-dire que si je m'appelle Microsoft, je ne sais pas forcément à un instant T que j'ai une faille sur mon système. Je vais le découvrir le jour où des clients à moi vont se faire attaquer. Et il va falloir que j'identifie, que je comprenne ce qui se passe et que je la patche. Et puis, il y a la partie client, où on peut avoir des failles sur son système sans s'en rendre compte, parce qu'on a un logiciel métier un peu ancien installé, qui est plus mis à jour, et qu'on n'est pas conscient qu'on a une faille de sécurité qui peut permettre à quelqu'un de rentrer par là. Troisième chiffre, l'erreur humaine est à l'origine de plus de 85% des violations de cybersécurité. Donc, on a bien cette partie pare-feu, on a toute cette partie voilà, logiciel, etc. Mais dans 85% des cas, la violation de cybersécurité, c'est encore quelqu'un qui clique sur un lien internet, qui clique sur une pièce jointe frauduleuse ou qui essaye d'installer un logiciel pirate sur son poste pour économiser un peu de sous et qui installe un logiciel malveillant en même temps. Blewen a une stat aussi, je te laisse la commenter sur la partie assurance. C'est ça. On s'était dit: «On va mettre un petit chiffre au niveau de l'assurance». Alors bon, celui-ci, il est assez parlant, donc c'est celui-ci qu'on a pris qui concerne les petites entreprises, sur les dernières années. Mais globalement, on voit là, sur ces dernières années, qu'il y a une forte augmentation des indemnisations et de fréquence de sinistres cyber, surtout au niveau des TPE-PME, qui, avec l'instauration du télétravail dans le cadre de la crise sanitaire, forcément, ont un petit peu ouvert, voilà, on va dire rapidement leur SI, et ont permis peut-être de créer des portes et des accès à leurs systèmes informatiques qui sont un petit peu plus fragilisés. J'imagine que vous, chez Idesys, en tant que prestat, vous avez dû, avoir 2-3 petits sujets avec vos clients là-dessus. Oui, Mais, tout à fait. voilà, globalement, plus les années passent, plus ça se confirme et au départ, ce risque qui était essentiellement, on va dire, sur les grosses entreprises, on imaginait que les gros, se faire attaquer, d'un point de vue cyber, et ben, on voit qu'en fait, il se déplace, progressivement sur les TPE-PME et sur tous les sites de sociétés et d'entreprises différents, en fait. Voilà. Ouais, c'est vrai que alors notamment, enfin là, c'est très parlant, hein, c'est-à-dire plus d'un client sur 2 qui a eu un sinistre. Heu, on a en urgence, quand il y a eu le confinement en mars 2020, mis en place des solutions pour que les gens puissent bosser en télétravail sur des réseaux de TPE-PME qui n'étaient pas prévus pour ça. C'est-à-dire que les grandes entreprises avaient déjà des systèmes pour ça. Les TPE-PME principalement, ou les collectivités aussi, n'avaient pas ces systèmes-là. Mmh. Et il y a des choses qui ont été faites dans l'urgence. Et parfois, bah, l'urgence, ça dure derrière et ça devient le classique. Donc il y a Ouais. des besoins de reprendre tout ça maintenant pour remettre de l'ordre dans ce qui a été fait et pérenniser quand ça doit l'être, de façon plus propre. Un exemple, hein, de cyberattaque qu'on a pu avoir en septembre 2020, où 9 millions de dossiers médicaux sont partis dans la nature. Donc, ces dossiers médicaux, ce qui intéresse les gens, c'est qu'ils ont un nom, ils ont un prénom, des fois ils ont une adresse mail avec, et ils ont toutes les pathologies, et c'est ce qui permet d'envoyer derrière, aux personnes, par exemple, des mails pour leur essayer de vendre la solution miracle à telle ou telle maladie. Heu, Ces dossiers-là, je crois, valent 20 fois plus, en valeur sur le dark web que le dossier de quelqu'un en bonne santé. Voilà. Mmh. On sait que quelqu'un est malade, ça a une valeur énorme sur internet parce que c'est un gros business derrière. 94 de tous les logiciels malveillants sont livrés par l'email. Donc, on a ces risques de
de cliquer sur un site web malveillant, des fois sur des publicités, ou des choses comme ça. Mais il faut garder à l'esprit que le gros des attaques, 94 des attaques, c'est un email qui vous arrive. Donc il faut vraiment être très, très vigilant, là-dessus et on en reparlera après, mais il y a de la technique, mais il y a de l'humain aussi. On peut mettre toutes les barrières qu'on peut, il reste derrière une partie humaine qu'il faut pas négliger. Et 66 des entreprises ont été exposées au phishing en 2020. Donc 2 tiers des entreprises, le phishing, c'est en français hameçonnage, c'est-à-dire vous recevez un mail, ça a la couleur et ça a le goût de votre banque. Voilà, il y a le logo, de votre banque, il y a parfois l'expéditeur, c'est réellement votre banquier. Maintenant, ils font des attaques perfectionnées. L'adresse mail, semble la bonne et puis ça vous dit qu'il y a besoin de vérifier quelque chose et qu'il faut, cliquer pour se rendre sur le site de la banque ou, entrer votre login mot de passe. Et en fait, vous êtes redirigé sur un faux site de banque qui, va vous piquer, vos identifiants pour les réutiliser et se connecter, sur, alors on parle de sites de banque, mais voilà, sur, différents sites, sites de vente en ligne, sites, voilà, plein de choses qui peuvent vous porter préjudice. Donc ça fait partie aussi des choses sur lesquelles il faut être très vigilant et alors qu'il y a quelques années de ça, c'était fait au fin fond de je ne sais pas quel pays avec des mails qui étaient bourrés de fautes d'orthographe, qui étaient, vraiment mal fichus et facilement détectables. Aujourd'hui, on a des attaquants qui ont évolué avec, des mails qui sont vraiment bien faits et où même nous, quand les clients nous remontent ces informations-là et nous demandent, s'il faut cliquer ou s'il ne faut pas cliquer, où on doit bien chercher parce que, c'est devenu, vraiment, de l'orfèvrerie. Quelles sont les cibles? Alors là, les cibles, on a remis, la liste. En gros, c'est tout le monde, la cible. Voilà. Les PME, les TPE, les professionnels de santé, les collectivités, les associations. Souvent, la remarque qu'on me fait quand je vais parler sécurité, c'est dire: «Mais nous, on n'a pas de brevet». Mais, les brevets, c'est pas ce qui intéresse le plus, les pirates. Ça, c'est à un autre niveau, c'est pour vraiment des grosses structures. Heu que veut le pirate, c'est juste gagner de l'argent, c'est des bitcoins. Donc pour avoir des bitcoins, il faut juste une entreprise qui a un peu de sous, sur son compte en banque, qui fait un peu de résultats et il va pouvoir, être, être piraté et pouvoir récupérer de l'argent. Donc les PME, la TPE, même le petit artisan, voilà, le plombier, le charpentier du coin qui a 2 PC est une cible, là-dedans. Ils lui demanderont pas la même chose qu'une entreprise qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, mais ils lui demanderont quand même 5 000 € ou 10 000 € pour récupérer ses données. Là où pour la grande entreprise, ils lui demanderont peut-être, 200 000 ou 500 000 € pour récupérer ses données. Donc ils savent s'adapter. Pour les professionnels de santé, on en a parlé, ce qui va les intéresser, c'est plus la fuite de données, et puis malgré tout bloquer le système. Quand ils bloquent un hôpital, ou une clinique, ça peut vite faire, beaucoup de dégâts. Les collectivités, pareil, on a des services publics, quand il y a le service de l'eau qui est géré par la commune, voilà, on peut avoir des services bloqués qui ont un impact fort et qui ont forcé la collectivité à réagir, rapidement et ils l'espèrent, hein, les pirates l'espèrent en payant la rançon et puis, bah, il y a beaucoup de bases de données des usagers, pour l'école, pour, le service de l'eau et cetera et donc beaucoup de mails à collecter pour pouvoir envoyer du spam plus tard. Puis les associations, pareil, les associations, il y a un certain nombre d'associations qui ont un peu de cash sur leur compte en banque, qui ont une activité, derrière et donc et puis des listes d'adhérents. Donc ça intéresse tout ça, ça intéresse les pirates. Donc voilà, le truc à retenir, c'est que tout le monde est concerné, que ce soit une société unipersonnelle ou une PME ou du domaine public, tout le monde est concerné. Alors, on a parlé des menaces, on a quand même un arsenal pour se défendre contre ces hackers. Heu, la première, en tête, qui est vraiment la principale, c'est la sauvegarde. Heu, on en reparlera après, on n'est pas à l'abri, malgré tout, de se faire pirater. Il faut avoir les données, qui soient sécurisées, pour pouvoir, récupérer ces données en cas de cryptovirus. L'externalisation des données, ça va être dire, mon serveur, peut-être dans mes locaux, il est pas très bien protégé, il est dans la salle de pause, tout le monde peut y avoir accès, mieux vaut le mettre dans un data center. Les antivirus XDR, donc XDR, c'est un module supplémentaire qui va détecter la présence d'un pirate sur le réseau pour qu'on puisse, l'éjecter avant qu'il déclenche son attaque,
sur les postes et sur les serveurs. Des pare-feux plus performants que les simples Livebox et compagnie qui vont permettre d'analyser vraiment les paquets qui sortent, les paquets qui rentrent et donc stopper un certain nombre d'attaques. Des logiciels anti-spam comme Mail in Black qui vont analyser l'ensemble des mails entrants, vérifier les liens, vérifier les pièces jointes et donc faire en sorte de livrer à l'utilisateur final un contenu le plus propre possible. Voilà. Encore une fois, c'est jamais du 100 mais voilà, livrer le maximum à une boîte mail expurgée de tous les saletés qu'on pourrait recevoir. Puis le facteur humain, voilà, on en a parlé tout à l'heure, super important. L'utilisateur reste, la clé dans tout ça. Si l'utilisateur fait n'importe quoi, qui va télécharger, des logiciels, pirates, si l'utilisateur clique sur le premier mail qu'il reçoit, sans réfléchir, on aura de toute façon, beaucoup plus de risques d'être infecté. Donc, il y a une nécessaire sensibilisation, des équipes à faire et à refaire régulièrement pour, les mettre en garde contre ces attaques et faire en sorte de limiter les risques de ce côté-là. On a d'ailleurs des logiciels, à droite, il y a le logo, Phishing Coach, donc il y a celui-là, mais il y a des équivalents qui permettent d'envoyer des faux mails de phishing à ses collaborateurs pour voir qui clique et ensuite ça permet de cibler, les formations sur ces utilisateurs qui se sont fait piéger par, les fausses campagnes, de phishing, qu'on a organisées. Voilà, pour aller plus loin, audit de sécurité, de cybersécurité, avec, des entreprises spécialisées qui vont, vérifier à un instant T où on en est et si on peut, se satisfaire de l'existant ou s'il faut investir dans la sécurité. C'est compliqué pour les TPE et petites associations, parce que c'est des choses qui sont quand même relativement coûteuses, mais c'est accessible, aux PME. Et des logiciels de surveillance du dark web, c'est des logiciels qui vont surveiller, tout d'un coup l'apparition du couple login mot de passe, vous appartenant sur le dark web et ça veut dire qu'il y a une faille de sécurité chez vous et qu'il faut donc y remédier, rapidement. Voilà. Donc, on a quand même, pas mal de choses pour se défendre et limiter les menaces. Heu, Comment réagir face à la menace quand même, si ça vous arrive? D'un coup, vous voyez un fond d'écran qui change et qui vous réclame des bitcoins en disant avec une petite tête de mort ou quelque chose comme ça. Vite, on déconnecte l'ordinateur, du réseau, on coupe, complètement, on arrache le câble d'alimentation derrière. Si c'est un portable, on l'éteint complètement pour être sûr qu'il y a plus de réseau filaire, qu'il y a plus de Wi-Fi qui tourne. On prévient le responsable sécurité de l'entreprise s'il y en a un. S'il n'y a pas de responsable sécurité, on avertit les techniciens informatiques en interne ou le prestataire informatique et on ne paye pas la rançon dans un premier temps. On analyse avec le prestataire informatique, voire avec l'assurance, on le verra derrière, pour voir ce qu'on fait. Le maître mot, la chose à retenir, c'est que le risque zéro n'existe pas. Voilà, on va limiter, au lieu d'avoir les portes grandes ouvertes, on va mettre des verrous quand même dans son entreprise. Malgré tout, la sécurité, elle est toujours à un instant T. Même si j'ai sécurisé le 18 juin mon réseau, que c'est parfait, le 19 juin, il peut y avoir une faille qui apparaît et c'est plus sécurisé. Le temps de réagir, on est dans une fenêtre de tir où on sera moins bien protégé, où il y aura un risque. Et donc c'est là que, à notre sens, l'assurance a toute sa part dans cette gestion du risque sur les cyber-risques. Donc, je vais passer la parole à, à mes collègues de GEPCA, Blewen, pour qu'elle puisse vous dérouler sa partie également. Ouais, merci David. Je partage dans ces cas-là, je partage juste le PDF, enfin le PowerPoint que vous puissiez tous l'avoir. Hop, tac, hop. C'est tout bon pour vous? C'est tout bon. Allez, super. Bon, bah, moi, je vais vous présenter la petite partie, assurance. Là, David vous a fait toute la technique, vous a fait le petit b.a-ba le jour où ça arrive, qu'est-ce que je fais? Je débranche tous mes câbles, j'appelle mon technicien, je m'assure que le PC est bien éteint, qu'il est plus relié au serveur, relié au réseau. Et puis une fois que tout ça c'est fait, bah, en principe, si vous avez un contrat, vous passez un petit coup de fil à votre assureur et puis on voit ça ensemble, voilà.
Donc moi, je vais pas vous faire un cours magistral, hein, sur, sur le principe de l'assurance, mais je vais juste vous rappeler quelques bases qu'il est important d'avoir en tête quand même quand on aborde un contrat d'assurance, que ce soit un contrat pour une assurance cyber ou quelque contrat d'assurance que ce soit. Un contrat, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat entre l'assuré et l'assureur. L'assureur, lui, s'engage à couvrir un risque et en contrepartie, l'assuré s'engage à payer sa cotisation. Voilà. La notion qui est importante, en fait, la notion clé d'un contrat d'assurance, ça va être l'aléa. L'aléa, globalement, ça va être de dire, on ne peut pas assurer un événement qui s'est déjà produit, par exemple. Je ne peux pas assurer quelque chose qui a déjà eu lieu il y a hier, il y a 2 heures, il y a 3 semaines et je ne peux pas non plus assurer quelque chose, un événement, un dommage dont je suis certaine qu'il va se produire dans l'avenir. Parce qu'à ce moment-là, bah, on perd cette notion d'aléa et donc il y a plus de notion d'assurance. On est sûr que ça va arriver, c'est pas assurable. Voilà. Une fois qu'on a bien notre notion d'aléa et puis qu'on a le contrat qui fonctionne, le but, en fait, du contrat d'assurance, c'est que le jour où le sinistre doit arriver, le jour où le sinistre se produit, l'assureur va devoir pouvoir replacer l'assuré exactement dans la situation dans laquelle il se trouvait avant sinistre. C'est-à-dire, pas de plus, pas de moins, on doit réussir à se replacer dans la même situation dans laquelle on était juste avant que le sinistre se produise. Voilà. Globalement, ça, comment ça se passe? Comment l'assureur peut, bah, proposer un contrat comme ça? Sur quoi il se base? Comment ça fonctionne? Donc pour voir quelle garantie il va octroyer dans son contrat, à quel tarif, à quelles conditions, l'assureur va se baser sur les déclarations de risque qui vont lui être faites et qui vont lui être faites avant la souscription du contrat. Donc c'est pour ça, en fait, que quand vous souscrivez un contrat d'assurance, traditionnellement, vous recevez un petit questionnaire avant. Soit vous le remplissez avec votre conseil, moi je sais que je le remplis avec mes clients en direct la plupart du temps, mais sinon vous recevez un formulaire de déclaration de risque à remplir et puis vous le renvoyez ensuite à l'assureur et c'est sur ça qu'il va se baser pour vous faire un devis. Globalement, c'est particulièrement important, en fait, que les déclarations que vous faites à l'assureur dans ce questionnaire-là et de manière générale avant la souscription du contrat soient correctes. Tout d'abord parce que c'est une obligation qui est imposée par le code des assurances. Je vous ai remis les articles juste pour info, dans le PowerPoint pour que vous puissiez les avoir sous le coude, mais surtout parce que c'est ce qui va permettre à l'assureur de faire en sorte que tout se déroule correctement en cas de sinistre. Si la déclaration des risques a été faite correctement, il n'y a pas de raison qu'il y ait de souci en cas de sinistre, on va dire ça comme ça. Parce que le jour d'un sinistre, l'assureur et l'expert de l'assureur va vérifier les déclarations et il faut que celles-ci soient correctes pour qu'on puisse indemniser pleinement, voilà, sans retrait de quoi que ce soit, que l'indemnisation soit complète. Donc là, ce que je vous dis là, ça vaut pour le risque cyber, pour l'assurance du cyber, mais tout aussi bien pour n'importe quel contrat d'assurance, hein. C'est très global. Dans tous les cas, veillez à ce que vos déclarations soient bien correctes et à la maintenir correcte en cours de vie du contrat. Voilà. Après, c'est tout particulièrement important dans le cadre du cyber, parce que là, on est sur un sujet qui va être vraiment technique, et on est dans un domaine dans lequel on peut avoir des questions qui sont un petit peu plus spécifiques et donc peut-être plus complexes au niveau de la réponse. Voilà. Et ça, concrètement, hop, je vous en ai mis quelques exemples. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la page, il y a un bon nombre de questions où vous, en tant que société, en fait, vous pourrez répondre facilement, de savoir quelle est l'activité de votre entreprise, quel est votre effectif, quel est votre chiffre d'affaires. Ça, l'assureur va en avoir besoin pour pouvoir estimer un petit peu son risque, savoir, où il met les pieds. Forcément, assurer un cabinet médical, assurer une banque, assurer quelqu'un qui va avoir des données sensibles, que ce soit des données de santé, des données bancaires, c'est forcément un petit peu plus risqué pour un assureur, puisqu'on va avoir tendance à être plus attaqué sur ces données-là, que d'assurer un boulanger qui, lui, va quand même avoir de la donnée client, hein, c'est ce que disait, David tout à l'heure. Il va quand même avoir de la donnée, il en aura peut-être pas autant. Donc c'est un risque qui va être un peu plus poussé, mais ça, c'est des questions sur lesquelles vous pourrez répondre, facilement. Voilà. De savoir si vous avez déjà subi un sinistre, de savoir si vous avez un site de e-commerce, tout ça, on pourra le voir ensemble. Et puis il va arriver en fonction de la sensibilité du risque, qu'il y ait des questions sur lesquelles vous ne saurez pas forcément répondre, ou bien sur lesquelles vous ne savez pas forcément ce que vous avez mis en place et quel est le montage exact qui a été mis en place. Et c'est là qu'on va, bah, que tout l'intérêt d'avoir un bon prestataire informatique va se retrouver, parce que l'assureur va poser des questions vraiment, vraiment poussées sur vos sauvegardes, comment elles sont faites, à quel endroit elles sont faites, est-ce qu'il y a une redondance, elles sont faites tous les combien, sur tout ce qui va être les patchs de sécurité qui sont mis à jour par les éditeurs. Est-ce que vous les mettez à jour dans les 15, dans les 30, dans les 45 jours qui suivent la mise à disposition des patchs?
Comment est-ce qu'on peut se connecter à votre système à distance? Si vous avez mis en place du télétravail, est-ce que ça se fait par connexion VPN? Est-ce que la connexion VPN est sécurisée? Si oui, comment? Enfin, voilà, il y a plein de questions qui vont se poser et moi, on en discutait là avec David, il y a quelque temps. Moi, traditionnellement, ce que je fais, c'est que soit on a un responsable du service informatique dans l'entreprise et c'est essentiellement lui qui va pouvoir avoir les réponses, soit on s'adresse à une TPE qui a pas forcément dans ses effectifs un responsable dédié à ça et à ce moment-là, on prend contact directement avec le client et son prestataire informatique et c'est comme ça que, qu'on peut réussir à, répondre aux questions et débloquer un petit peu tout ça. Voilà. Et ce que disait David tout à l'heure est vrai, en fait, ça permet un petit peu là, ce questionnaire au final, plus il est complet, j'ai envie de dire, plus ça vous permet de faire un audit en fait de sécurité de votre entreprise. L'assureur va vous poser plein de questions. Ces questions-là, vous allez les poser à votre prestataire, de dire: «Est-ce que moi j'ai bien, des sauvegardes qui sont faites comme ci? Est-ce que moi j'ai bien un pare-feu et un antivirus qui fonctionnent comme ça?» Ça permettra de voir comment vous êtes sécurisé, comment vous êtes protégé et éventuellement à votre prestataire informatique de vous proposer des solutions pour augmenter, la protection de votre entreprise. Voilà. Donc voilà, globalement, les exemples, des questions qui peuvent être posées. Alors c'est pas exhaustif, hein, j'en ai pris quelques-uns parmi les assureurs avec lesquels on travaille. Là, on a des questions qui sont posées par AXA, des questions qui sont posées par Hiscox, des questions qui sont posées par Chubb. Voilà, on travaille avec différents assureurs, chacun son questionnaire, chacun son niveau de risque, donc voilà. C'est pas exhaustif, c'est pour information. Voilà. Et puis, je vais vous faire, hop, une petite présentation dans ces cas-là des garanties. Donc une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là, l'assureur est en mesure de proposer un tarif, de proposer des garanties, de proposer un contrat. Dans ce contrat-là, dans un contrat cyber, l'élément principal, en fait, qui va permettre de jouer, c'est que pour que le contrat cyber d'assurance se mette en place, il va falloir qu'il y ait une attaque, virale, en fait, ou pas forcément virale, pardon, mais en tout cas une atteinte, à votre système informatique, une atteinte malveillante à votre système. À partir du moment où il y a une atteinte malveillante qui s'est passée sur votre système, il va y avoir 3 blocs de garantie qui vont entrer en jeu. L'assistance, les dommages qui vont être causés à votre entreprise et la responsabilité civile, c'est-à-dire les dommages que vous, du fait de cette attaque-là, vous allez causer à des tiers. Dans la partie assistance, on va retrouver essentiellement une assistance informatique, qui, elle, est celle qui joue le plus en cas de sinistre aujourd'hui, dans les assurances qu'on retrouve. Globalement, vous allez avoir des experts en sécurité informatique qui vont intervenir, qui vont permettre de détecter la faille, quand elle a eu lieu, quelles sont les données qui ont été compromises, est-ce qu'on peut les récupérer, est-ce qu'on peut réparer la faille, comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et cetera, et cetera. Ça, je sais, David, tu me l'avais dit, mais je sais que c'est quelque chose qui aide beaucoup parce que votre prestataire informatique est pas forcément expert en sécurité informatique, en cybersécurité. Il peut faire plein de choses, il peut répondre à plein de questions, mais c'est un domaine qui est quand même très précis, la sécurité informatique. Donc avoir une assistance là-dessus et avoir quelqu'un qui est dédié là-dessus, qui est expert dans ce domaine-là et qui intervient tout de suite pour circonscrire l'attaque, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Voilà. Oui, Après je confirme, je ouais, confirme la cybersécurité, les experts en cybersécurité, c'est un métier à part. Voilà, c'est-à-dire ouais. que nous, on va mettre en place de la sécurité, des pare-feux, des choses comme ça. Mais quand il faut détecter une faille, qu'il faut analyser, ce qui se passe dans la mémoire, qu'il faut analyser des journaux d'événements et cetera, c'est vraiment une compétence spécifique que, des entreprises comme nous, ont pas. Voilà. Donc, Mmh. le jour J, si on est dans le cas où, c'est réellement une attaque, heu, pas par mail, mais qui est arrivée depuis un petit moment, on a besoin de ces experts en cybersécurité pour remonter, le système rapidement. Sinon, on navigue à l'aveugle, on va essayer de mettre des sauvegardes, mais on remet peut-être une sauvegarde avec déjà la faille et ça va pas. Donc ouais, c'est primordial pour nous et c'est pour ça qu'on conseille à nos clients de prendre, des garanties, cyber, pour avoir cette assistance-là. Mmh. Donc voilà, donc ça va être vraiment le nœud en fait de l'intervention en cas de sinistre de l'assureur. Après, il y a toute une pluralité d'autres choses qui existent, y compris dans le terme, enfin dans le domaine de l'assistance, notamment de l'assistance e-réputation, de l'assistance gestion de crise, où là on se rend pas bien compte, mais en fait finalement quand on a nos données qui sont compromises et que nos clients le savent puisque forcément, voilà, ça s'est su soit parce qu'on a une transmission de virus, soit pour d'autres raisons. Il y a toute la partie réputation de l'entreprise qui peut être touchée, la partie confiance aussi des clients en votre système et en le fait de vous donner au final vos données, enfin leurs données. Donc là pareil, vous avez des gens dont c'est le métier de faire de la communication de crise, qui peuvent, vous accompagner pour déterminer la position à tenir, élaborer des projets de réponse à faire aux clients,
Voilà, toute cette partie-là, cette partie assistance, elle est précieuse dans le contrat assurance cyber. Après, on va aussi avoir la partie dommages. Donc là, c'est les dommages qui sont causés à votre entreprise. Ces dommages-là, globalement, on va regrouper là les frais, en fait, que vous allez devoir engager, notamment pour la communication et pour la notification auprès de vos clients. Vous le savez avec le RGPD notamment, quand on a une donnée sensible, surtout une donnée personnelle qui est compromise et donc qui vous a été volée, en fait, techniquement, vous devez communiquer auprès de vos clients. Vous devez faire des déclarations à la CNIL et puis vous devez envoyer une lettre recommandée à votre client pour lui dire quelles sont les données qui ont été communiquées, quels sont les moyens que vous avez mis en place pour les récupérer. Est-ce que si elles sont irrécupérables, voilà, on identifie où elles sont allées, ce qu'on en a fait. Donc tout ça, vous devrez communiquer là-dessus. Ça a un coût, mine de rien, donc ce coût-là peut être pris en charge par le contrat d'assurance. On va avoir aussi tout ce qui va être frais d'avocat quand on va avoir un responsable qu'on réussira à identifier, contre qui on pourra faire un recours, ou bien une enquête qui va être faite par une autorité administrative et où à ce moment-là, on prendra en charge les frais de défense, en fait, de l'avocat pour, dans le cadre de cette enquête. On va avoir, certaines options qu'on peut mettre en place. Alors dans certains contrats, c'est acquis d'office, dans d'autres, c'est en option, notamment sur la surfacturation téléphonique, sur de la fraude. Quand j'entends fraude, il y a 2 types de fraude, particuliers, mais là, ce serait par exemple quelqu'un qui réussit à intégrer une boîte mail chez vous et qui, depuis la boîte mail, d'un des collaborateurs, envoie un mail au dirigeant ou à la comptable en disant: «Bon, bah, pour ce client-là, maintenant le RIB, c'est celui-ci» et en fait, le RIB lui appartient, c'est le pirate et à ce moment-là, il y a du détournement de fonds qui se fait. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc on a tout ça pour la partie dommage. On a aussi la partie perte d'exploitation et frais supplémentaires d'exploitation. Ça, c'est important. Les frais supplémentaires d'exploitation, ça va être, tous les frais que vous aurez mis en place pour faire en sorte d'avoir un sinistre, bah, qui va réduire au maximum en termes de conséquences, de montants. Donc s'il faut mettre en place, je sais pas, relouer du matériel, voilà, faire des choses pour faire en sorte de circonscrire ça et puis de réduire les montants à assurer. On fait tout ça avec l'accord de l'assureur et une fois que l'accord de l'assureur a été donné, on peut mettre ces frais en place et ils seront pris en charge par l'assureur. Et si jamais, malheureusement, ce qu'on a mis en place n'a pas permis, d'éviter une perte de marge brute temporaire, hein, le temps du sinistre, si votre site est bloqué pendant 15 jours, voilà. À ce moment-là, on a la garantie de perte d'exploitation qui existe et à ce moment-là, l'assureur prendra en charge sur justificatif forcément, la partie perte de marge brute, en fait. Voilà, il faudra justifier de la marge brute, de la perte de marge brute qui a eu lieu du fait du sinistre et l'assureur pourra l'indemniser. Voilà. Dernière chose sur la partie dommages, on a le remboursement de la rançon. Alors j'en parle en dernier parce que c'est seulement certains assureurs qui le font aujourd'hui sur le marché, du fait de cette question d'aléa dont je vous parlais tout à l'heure. La rançon, tout le monde ne la rembourse pas. On part du principe que c'est quelque chose qui appelle quand même au sinistre aujourd'hui en France. Les assureurs français ont du mal à voilà, ne remboursent plus la rançon, concrètement. Parce qu'on part du principe que si on la rembourse, on aura encore plus d'attaques puisque les pirates savent que derrière ça paye, étant donné que ça vient des assureurs. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Toutefois, il y en a toujours qui payent les rançons, rançons qui sont demandées dans le cadre des cryptos, des ransomware dont parlait David tout à l'heure et à ce moment-là, il y a tout un processus. D'abord, l'expert de l'assurance va négocier avec le pirate si c'est possible. On va essayer d'avoir toutes les voies qui sont possibles à mettre en place pour faire en sorte de s'en sortir sans payer la rançon et si jamais la dernier recours, c'est de devoir la payer, à ce moment-là, l'assuré paye la rançon et sur accord de l'assureur, uniquement si l'assureur donne son accord, l'assuré paye et remboursera ensuite. Voilà, l'assureur remboursera. Donc ça, c'est toute la partie dommage. Et puis pour la partie responsabilité civile, là, on va être dans le cadre, tout ce qui parle de responsabilité civile, c'est les dommages que vous causez à des tiers. Donc c'est pas les dommages qui vous sont causés à vous, qui étaient là dans le bloc précédent. Là, c'est vous qui, du fait d'une atteinte malveillante à votre système, allez soit transmettre un virus à un client, et en fait, le client va se rendre compte en remontant que ça venait de chez vous, et ça va lui causer des dommages à lui. Soit, vous avez, bah, par exemple, typiquement, c'est le vol de données. C'est la perte de données clients, de données sensibles ou non d'ailleurs, hein. Et là, à ce moment-là, le client est parfaitement en droit de venir vous voir et de vous rechercher en responsabilité, de faire une réclamation pour un certain montant en fonction du dommage que ça aura occasionné pour lui. Et là, ce sera dans le bloc responsabilité civile, qu'on retrouvera ça. Voilà. Donc pour pouvoir voilà, vous articuler un petit peu tout ça, ce que je vous propose, c'est qu'on voit quelques cas pratiques rapidement, que j'ai pris, enfin voilà, sur lesquels je me suis basée sur des exemples de choses qu'on a déjà vues dans le domaine de l'assurance, voilà, de cas pratiques, on va dire typiques dans les faits.
Donc pour le cas numéro 1, on avait une société, alors ça nous est pas arrivé typiquement au cabinet, hein, ces exemples-là, mais c'est des cas dont on a eu les retours par les assureurs. On a eu une société qui a assuré, qui est TPE-PME, donc commerciale avec un site de e-commerce, et elle a été victime d'un crypto-locker. Les pirates demandent le remboursement d'une rançon et en échange, ils promettent de libérer les données. Voilà. Donc pour cette entreprise-là, l'activité est complètement stoppée, ils ne peuvent plus bosser avec leur site, ils n'ont plus leur base client, ils peuvent plus communiquer, ils peuvent plus rien faire. Les commandes ne peuvent plus être prises en charge et à ce moment-là, eh ben, ils ont passé un coup de fil à leur prestataire et je laisse David vous parler des solutions de sécurité informatique qui peuvent être mises en place dans ce cas précis. Alors, bah, comme dans les différents cas pratiques, les solutions que nous, on peut mettre en place, c'est des solutions qu'on a mis avant. C'est-à-dire que si le client nous appelle et qu'il nous dit: «Bah, ça y est, je suis cryptoloqué», voilà, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir en amont et donc en amont, aujourd'hui, ce qui se fait, c'est de mettre un antivirus performant qui a une analyse comportementale, qui va ne pas se baser simplement, comme c'était le cas il y a quelques années, sur, des signatures de virus. Je reconnais tel ou tel virus. Là, il va regarder ce qui se passe sur le poste et quand il va détecter une action de chiffrement de fichiers, par défaut, il va bloquer. Même s'il ne connaît pas la menace, même si, voilà, il dit: «Par défaut, si ça chiffre, c'est bizarre, donc je bloque». Donc ça, c'est un 1er point important avec, l'anti-spam qui, filtre les emails entrants et qui va, du coup, bloquer un certain nombre de pièces, vérolées qui sont susceptibles d'amener l'attaque. Donc voilà, ça c'est côté poste utilisateur, il y a cette partie-là. Il y a la sauvegarde aussi, qui est dans les bonnes pratiques. Quand on fait nous des audits dans les entreprises, souvent on s'aperçoit qu'il y a plus de sauvegarde fonctionnelle depuis 1 mois, 3 mois, 6 mois. Voilà, donc il faut une sauvegarde 3-2-1, donc 3 copies des données, celle en production, celle sur un stockage en local et une partie, dans le cloud, par exemple, sur 2 types de supports, disque dur en local et cloud et un externalisé, le cloud. Voilà, donc ça, si vous avez ça comme façon de sauvegarder, vous pouvez dormir à peu près tranquillement. Si vous n'avez pas ça, bah, il y a des trous dans la raquette. Voilà, et ce qui est important, c'est qu'elle soit monitorée, c'est-à-dire que tous les jours, on vérifie que ce soit bien fait. Donc soit c'est le client qui fait, soit dans le contrat informatique, c'est le prestataire qui vérifie tous les jours que la sauvegarde s'est bien passée et on a aussi les maintenances préventives. Donc voilà, là, c'est vraiment du temps que vont passer les équipes techniques sur les serveurs pour appliquer les patchs régulièrement, mettre à jour l'ensemble des postes et des applications. Et ensuite, bah, le jour J, en cas d'infection, si, les mécanismes de défense n'ont pas fonctionné, on va pouvoir restaurer la sauvegarde, et réinstaller les postes infectés. Heu, Là, normalement, on connaît la date d'entrée, c'est le jour même, quelqu'un a cliqué sur un mail, on l'identifie assez vite, on a tout débranché, on réinstalle la sauvegarde la veille, on a perdu, la matinée ou la journée. En 1 ou 2 jours, la solution est enfin le client est de nouveau, en état de fonctionner et on a, limité les dégâts au maximum. Voilà. Mmh. Et beh, exactement. Vis-à-vis de l'assurance, au niveau des solutions qu'on peut apporter là, en partant du principe qu'on a bien souscrit un contrat avec toutes les garanties dedans, hein, ce que disait David est vrai. On va avoir la partie, assistance dont je vous parlais tout à l'heure avec un expert qui pourrait être mis à disposition par l'assureur. Là, l'intérêt, ça va être alors en effet, quand il y a un crypto sur un système, on s'en rend compte tout de suite. Il arrive, il bloque, c'est fini. Donc ça, OK. Toutefois, l'assistance, là-dessus va avoir un intérêt parce que l'expert va permettre de regarder s'il n'y avait pas déjà quelque chose qui était là depuis un petit peu plus longtemps, qui ensuite a lancé un chiffrement des données. Mais par exemple, l'atteinte au serveur ou au réseau, elle a eu lieu, je ne sais pas, 10 jours avant. Ils se sont mis là, ils ont attendu, ils ont dormi, ils ont regardé un petit peu comment ça se passait, le temps de récupérer toutes les données et puis pouf, ensuite on les a chiffrées et en fait, si on réinstalle la sauvegarde de l'avant-veille ou de la veille et ben, on va la réinstaller avec la même chose et le même problème, la même faille à l'intérieur. Donc l'assistance là-dessus a tout son intérêt parce que ça va permettre de savoir quand, à quelle date ils sont entrés et ensuite le prestataire informatique pourra réinstaurer la sauvegarde qu'il aura mis en place en amont, directement à la bonne date pour pouvoir permettre de redémarrer. Voilà. Si jamais, dans le cadre, des négociations, et qu'en fait on ne réussit pas à instaurer de sauvegarde parce que ça remonte à trop loin ou pour une raison ou pour une autre, il y avait pas de sauvegarde ou qu'elles n'avaient pas été faites correctement,
À ce moment-là, on va avoir toute la partie rançon. Donc on va essayer de récupérer le contrôle des données et si malheureusement on a tout mis en place pour, réussir à récupérer le système et qu'on ne réussit pas à le faire, à ce moment-là, va y avoir toute la partie négociation avec le pirate qui sera faite par l'assureur et en cas d'extrême recours, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on prendra en charge le remboursement de la rançon, que vous aurez payé avec l'accord de l'assureur. Voilà. Si, tout ça, ça a occasionné, on va dire, un arrêt d'activité. Typiquement, là, le client, c'est un site commercial, il vend avec son site. Pendant 15 jours, il peut plus rien faire. Il a des commandes qui tombent, qu'il peut plus honorer. Il va devoir faire, enfin 15 jours ou plus, hein, d'ailleurs. À ce moment-là, on va peut-être avoir ce qu'on appelle une perte d'exploitation. Dans ce cas, sur justificatif, on pourra le fournir à l'assureur et l'assureur verra s'il peut prendre en charge la perte de chiffre d'affaires, la perte de marge brute, pour être précise, qui aura eu lieu du fait de cet incident cyber. Voilà. Donc ça, c'était pour le cas numéro 1. J'en ai un deuxième à vous présenter sur une question de surfacturation téléphonique. Alors là, techniquement, c'est très simple, hein. La société assurée s'est fait pirater au niveau de son matériel télécom. Donc on a eu des centaines d'heures d'appels qui ont été passées à destination de pays étrangers pendant plusieurs jours et l'assuré est prévenu de la surfacturation anormale par son prestataire. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est un cas où, effectivement, aujourd'hui, les autocoms, c'est relié à internet, donc ils peuvent être attaqués comme n'importe quel, serveur, et du coup, c'est une attaque assez fréquente, de devoir essayer de s'immiscer dans le système pour passer des appels, vers un numéro en 08, que gère le pirate et donc il va toucher toutes les coms sur ses propres appels. Hem Donc pour se prémunir contre ça, aujourd'hui, le la principale, enfin la au niveau technique, hein, la principale, solution qui a été mise en place, c'est de mettre des limites de consommation, journalière et ou hebdomadaire. Donc on va dire que voilà, le client ne peut pas dépenser, en fonction de sa taille, plus de 50 € par jour de communication. S'il les atteint, hop, on est alerté et au lieu d'attendre la prochaine facture pour s'apercevoir qu'on a 5 000 €, 10 000 €, de consommation, qui ont été faites dans le mois, on s'aperçoit dès la fin de journée qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez le client et on peut, tout de suite régler les problèmes. Heu, Ces autocoms, c'est important qu'ils soient mis à jour très régulièrement, parce que vraiment ils sont ouverts sur internet pour accéder au téléphone, et donc ils sont, ouverts aux attaques. Donc voilà, une mise à jour, préventive, c'est très important. Gestion de mots de passe complexe. On a souvent des systèmes qu'on reprend où, il y a l'extension 116 avec le mot de passe 116. Alors ça, c'est du caviar pour les pirates qui rentrent en 4 secondes chrono, dans l'autocom. On peut aussi limiter les destinations d'appels. Voilà, si c'est un artisan qui travaille sur, à 20 kilomètres autour de chez lui, est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il puisse téléphoner, au Zimbabwe ou en Nouvelle-Calédonie? Voilà, on peut désactiver, des destinations qui coûtent cher. Et voilà, malgré tout, s'il y a des facturations, heu, c'est souvent dû aujourd'hui au fait qu'ils vont travailler à petite dose. C'est-à-dire que pour contourner, ces limitations-là, au lieu de balancer un flux d'appels continu en permanence, ils vont passer quelques appels par jour pour que ça reste dans des limites acceptables et qu'on s'en aperçoive pas avant la fin du mois. Donc si on a limité à 50 € par jour, le client normalement était à 5 € par jour, et ben là, il va se retrouver à 40 € par jour. Donc, si on a 30 ou 40 € de surfacturation par jour, à la fin du mois, ça fait quand même un petit budget, tout de suite. Donc, cette partie-là, aujourd'hui, elle est compliquée, à gérer. Donc on a limité les risques, mais ils sont d'un point de vue technique, mais ils sont loin d'être inexistants malgré tout. Voilà et donc dans le cadre de ces risques qui continuent quand même mine de rien à être existants, pareil, de toute façon d'un point de vue assurance, vous aurez toujours la possibilité d'avoir une assistance. Donc là, ce sera un expert qui viendra pour toute la partie système téléphonique, pareil, pour savoir par où c'est rentré, pour pouvoir, on va dire réparer la faille et puis ensuite pour la facture de la surfacturation en fait qui vous sera facturée, par votre prestataire, vous avez, la possibilité pour le contrat d'assurance de la prendre en charge. Alors parfois, c'est inclus d'office dans votre contrat, parfois c'est en option, où à ce moment-là, l'assureur, bah, paye en fait, hein, rembourse le coût de la surfacturation. Heu, Attention toutefois aux franchises qui sont mises en place. On a déjà vu des contrats, alors pas ceux qu'on souscrit nous puisque justement on y fait attention, mais des contrats souscrits, auprès d'autres prestataires, sur lesquels on avait des franchises qui étaient très élevées
Et en fait, la franchise était trop élevée comparée à la mise en place, de ce dont vous parlez, David, là, tout de suite, des limites, en fait, de surconsommation, quotidienne. Ce qui fait qu'à la fin du mois, le client reçoit sa facture et de toute façon, la somme sera toujours en deçà de la franchise qui avait été prévue. Donc voilà, regardez bien vos franchises, faites attention à ça si vous voulez ce type d'option dans vos contrats d'assurance. Mais en tout cas, ça existe. L'assureur peut, en fonction des contrats, prendre ce coût en charge. Voilà. Donc là, on a fait un petit point sur la partie CryptoLocker, un petit point sur la surfacturation téléphonique et on en a un dernier, où là, la société assurée est un cabinet médical. Moi, je tenais à cet exemple-là parce qu'on est sur des données qui sont particulièrement sensibles, donc c'est parlant, c'est parlant. La personne qui est en charge du secrétariat a ouvert une pièce jointe, qui venait selon elle, d'un client, en fait. C'est une ordonnance, hein, ça s'appelle ordonnance du temps pour, tel truc, tel sujet et elle ouvre le fichier Word et en fait, pour pouvoir bien lire tout ce qu'il faut, il y a le petit bandeau en haut qui lui dit qu'il faut juste qu'elle active ses macros. Elle sait pas trop ce que ça veut dire, elle dit activer comme elle fait habituellement et finalement, on se retrouve avec un fichier Word qui était vérolé et le logiciel espion s'installe, en fait. Donc il s'installe par ce fichier-là qui est arrivé par mail, donc là, on est sur une erreur humaine et pendant plusieurs mois, les hackers restent là en dormant et ont accès à la base de données des patients, piquent tout ce qu'ils peuvent piquer et revendent ensuite directement ces données sur le dark web. Voilà, les données des patients, notamment. Donc là, on est sur quelque chose de particulièrement sensible. David, je te laisse voir éventuellement ce qu'on peut mettre en place, bah, avant pour éviter ce genre de choses au maximum, on va dire. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est vraiment problématique puisque on se retrouve dans un schéma où le pirate est dans la place, a accès à ce qu'il veut, quand il veut et de manière transparente, on ne sait pas qu'il est là. Donc heu, toute nouvelle donnée, il peut les récupérer directement sur le long cours. Si un jour il veut balancer un crypto, malgré tout, il peut balancer son crypto en faisant le maximum de dégâts possible. Si il a le temps d'essayer de désactiver, la sauvegarde ou, en tout cas de chiffrer la sauvegarde pour qu'on puisse plus récupérer. Donc voilà, quand le pirate est installé chez le client, contrairement à tout à l'heure où c'était juste un mail vérolé, au départ qui déclenchait le crypto et puis le pirate rentrait jamais dans l'entreprise. Là, il est installé, comme un utilisateur classique et il fait ce qu'il veut. Il est administrateur sur le réseau. Donc encore une fois, la mise en place d'un antivirus avec une analyse comportementale qui va détecter, des comportements suspects, heu, c'est important. L'ajout de l'option XDR, c'est important aussi puisque là, ça va détecter des choses bizarres, comme des transferts de fichiers, des choses comme ça qui n'ont pas lieu d'être ou qui n'avaient pas lieu, d'habitude, ou d'un coup la sauvegarde est modifiée et va prévenir, le support informatique d'actions étranges sur le réseau et donc ça va nous permettre de détecter qu'il y a quelqu'un qui est là et de discrètement, rechercher, ce qui se passe là avec, l'assurance et de le bloquer rapidement. Heu, c'est important d'isoler les réseaux. Aujourd'hui, tout est connecté, et donc le prestataire vient ajouter de la téléphonie sur le réseau informatique, un autre prestataire vient installer des caméras. Voilà, on ajoute, pour les volets roulants ou pour n'importe quoi, on vient ajouter des choses et tous ces réseaux-là, multiplient les portes d'entrée pour le pirate. Donc c'est important d'isoler ces différents réseaux pour limiter les risques. Ensuite, le suivi des fuites de mots de passe, dans le dark web, ça va être aussi un indice. C'est-à-dire qu'une fois que le pirate est rentré, potentiellement, il va partager, des données, sur le dark web et donc on va pouvoir se poser la question de dire pourquoi le login et le mot de passe des utilisateurs de cette entreprise ou de ce cabinet, sont sur le dark web et ça va être un indice supplémentaire qu'il y a une attaque en cours et voilà et quand on se rend compte de l'attaque, à notre niveau, prestataire informatique, à part, comme on disait tout à l'heure, arracher tous les câbles d'Ali, mais dire: «On stoppe l'attaque, à cet instant T, parce qu'on est sûr qu'il y a une fuite de données en cours». On a besoin de l'expert en sécurité, de l'assurance pour, analyser en profondeur le système et trouver toutes les portes dérobées qui ont pu être installées pour les supprimer. Ouais, mais voilà. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Puis, bah, voilà, l'assistance, elle sera toujours là. Là, typiquement, c'est le cas dans lequel elle est nécessaire. C'est ce que dit David, hein, et c'est tout à fait vrai.
Donc une fois que l'expert a pu voir un petit peu par quelle porte on est rentré, par où on a eu accès, qu'est-ce qui a été corrompu et ben, voilà, ça permet de pouvoir ensuite voir quelle sauvegarde on va aller chercher, s'il en reste. Comment on peut faire pour récupérer de la donnée, pour récupérer ce qu'on avait, enfin voilà. Donc toute la partie assistance, elle va être là-dessus d'un point de vue informatique. Ensuite, ça s'est déjà vu, si jamais, par une action ou une autre, le pirate a fait en sorte que tous les clients, en tout cas toutes les personnes dont les données ont été corrompues, sont prévenus, on va dire en fin d'attaque. Pareil, on va avoir l'assistance gestion communication de crise, où à ce moment-là, on peut mettre en place une hotline téléphonique, par exemple. Tout ça, c'est des frais qui peuvent être pris en charge par l'assurance. Ensuite, étant donné qu'on a un vol de données, là, très concrètement, voilà, on a volé des données sensibles, en plus des données de santé des patients, on va avoir pour l'assuré, donc pour vous, un risque de responsabilité civile qui va être avéré, en fait, puisque, vous aurez causé un dommage à un tiers. Techniquement, vu comme ça, le vol de ces données, ça va être, un dommage qu'il va subir et donc le tiers, votre patient, mais on va dire tout tiers dont les données auront été récupérées, peut tout à fait formuler une réclamation à votre égard et vous demander une certaine somme en fonction du dommage que ça lui aura causé. Voilà. Donc là, ça va être le risque responsabilité civile qui sera pris en charge par l'assurance. Et puis, on va aussi avoir, ce dont je vous parlais tout à l'heure, toute la partie frais supplémentaires d'exploitation. Là, typiquement, ça ne nous a pas forcément empêché de travailler, mais on a mis plein de choses en place, avec l'accord de l'assureur pour limiter les conséquences du sinistre au maximum. Si jamais il faut, tout de suite, racheter, 5 ordinateurs pour continuer à faire travailler, à récupérer des sauvegardes, les remettre correctement sur les nouveaux, voilà. Tout ça, c'est des frais qui peuvent être pris en charge et qui seront nécessaires, mine de rien, pour redémarrer, l'activité sainement, on va dire, proprement, rapidement. Voilà. Donc voilà, globalement, ça c'était la présentation de voilà, l'assurance cyber, comment elle fonctionne, comment en quelques cas pratiques, on met ça en place, quelles garanties peuvent jouer, quels sont les éléments qu'on peut mettre en place en amont avec le prestataire informatique pour sécuriser le système au maximum. Voilà, moi ce que j'ai souvent, c'est des clients qui me disent: «Oui, mais moi j'ai fait tout ce qu'il fallait faire d'un point de vue informatique, on est sécurisé, c'est super, c'est béton, ça passera jamais». Finalement, c'est ce que disait David tout à l'heure. Déjà, on a toujours l'erreur humaine, qui existe. C'est-à-dire qu'on peut avoir sécurisé au maximum si quelqu'un se loupe, sur un mail de phishing, sur un lien sur lequel il fallait pas cliquer, sur une réponse faite au téléphone, qui permet de trouver un mot de passe ou quelque chose, bah, on est fichu et puis on n'a jamais de risque zéro, hein, donc ça, on voilà, on aura toujours besoin entre guillemets de pouvoir transférer ce risque résiduel-là à l'assureur. Voilà. Et vis-à-vis de l'assurance cyber, donc c'est ce qu'on vient de voir, hein, le contrat cyber dont je viens de vous parler là, il est conditionné à la survenance d'une attaque en fait, hein, cyber, d'un acte malveillant envers votre système. Mais il y a d'autres couvertures simplement pour en savoir un petit peu plus. On a deux autres types de contrats, on va dire, qui peuvent jouer dans ce domaine-là. On a le contrat multirisque informatique qui, lui, va indemniser les dommages qui seront subis par votre matériel. Donc là, on parle vraiment d'incendie, de vol, de dégâts des eaux sur le matériel informatique que vous avez, et en tout lieu. Donc imaginons que là, typiquement, vous avez, acheté, 2 baies ou bien acheté un serveur ou deux trois serveurs dans lesquels, que vous allez placer ensuite par votre prestataire informatique dans un data center, par exemple. Et ben, si jamais on a un incendie et que tout votre matériel brûle, parce que ça a un coût quand même, mine de rien, ce matériel-là, ce type de contrat peut prendre ça en charge, pardon. Donc ça, c'est à penser. C'est pas inclus dans le contrat cyber, hein, dans le contrat dont on vient de parler, mais c'est un contrat en plus qui permet de pouvoir, couvrir ça en dommages. Et puis on a le contrat data center, si jamais vous-même vous êtes un data center ou bien que vous louez vous-même un espace dans un data center, ça permet de pouvoir couvrir, bah, tous ces risques de locataires, ou ces risques de propriétaires du data center. Donc voilà. Donc globalement, moi, j'en ai fini pour la partie assurance. Si jamais vous avez quelques questions que ce soit, eh beh, écoutez, on est à votre disposition pour y répondre et puis voilà. Moi, c'est, je voudrais juste revenir là sur le slide là avec les questions des assureurs, parce que j'ai pas repris, la parole à ce moment-là. Mais donc nous, on conseille à nos clients de prendre une assurance, contre les, cyber-risques. Heu, Beaucoup d'assureurs les proposent de base. Ce qu'on constate quand on va regarder les petites lignes qu'on leur demande, c'est que l'analyse, a pas été faite correctement, et que le contrat proposé est pas adapté à l'entreprise. C'est-à-dire que, on a une TPE à qui on va dire qu'il faut faire un test de restauration tous les 15 jours. Nous, c'est un client chez qui on va, 1 fois par an ou 2 fois par an, c'est jamais fait. Donc, c'est ce que disait Bleuwen,
si, dans les questions, enfin, si tout ce qui est demandé par l'assureur n'est pas effectif, dans la réalité, le contrat sera jamais déclenché. Donc, c'est vraiment important, de se mettre en relation avec le prestataire informatique, au moment de la souscription de ce contrat, pour qu'on puisse vérifier, si c'est cohérent, ou pas et ou d'avoir un assureur qui se pose les bonnes questions, là-dessus et qui fait pas juste signer, quelque chose, qui est pas cohérent avec le statut de l'entreprise. Voilà, c'est pas pour taper sur, vos confrères, hein, mais voilà, on peut se croire faussement protégé Tout par à un fait. contrat qui sera pas dans les clous. Mais merci David de revenir sur ce point-là. Bon, 2 précisions, c'est que le cyber-risque, avant il était on le trouvait quelquefois associé à un contrat de responsabilité civile ou de dommages, bris de machine et cetera. Aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, le nombre d'attaques, les assureurs isolent ce risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, on reçoit un certain nombre d'avenants dans lesquels ils excluent le cyber-risque et ils veulent vraiment un contrat qui est dédié au cyber-risque. Donc ça, faut bien l'avoir en tête et effectivement, bah, tout à l'heure, Blauwen revenait vers vous sur les différentes questions. Donc on peut remplir facilement enfin, je veux dire pas remplir, souscrire facilement en étant un peu négligent sur la partie déclaration et dans ce cas-là, on se retrouverait à vendre une coquille vide. C'est-à-dire que le jour où il y a le sinistre, bah non, les garanties ne sont pas correctement déclarées, donc l'assureur n'interviendrait pas. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être quand même vigilant sur ce type de contrat, sur ce type de garantie, de telle sorte à ce qu'on puisse se rapprocher du prestataire informatique, de telle sorte à balayer l'ensemble des questions et de vérifier si le contrat, si votre situation est bien éligible et si on peut avoir une solution ou pas. Donc voilà, donc je vais simplement revenir sur ce point-là. Voilà, je pense David, que c'est bon pour toi sur les questions? Ouais, c'est tout bon pour moi, ouais. Bon, bah, nickel. Et ben écoutez, dans ces cas-là, hop là, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses si jamais il y en a. Je sais pas, Marie, si tu as vu, Ouais. si tu vu des questions dans le chat? Eh bien, actuellement, non. J'ai personne qui s'est prononcé sur les questions. Eh ben, n'hésitez pas si quelque chose n'a pas été clair ou si vous voulez qu'on Sur cette partie-là, de toute manière, vous avez là nos coordonnées qui s'affichent. Donc, s'il y a des questions, des interrogations, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit par téléphone, soit par mail. Et puis, bon, on se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Bon, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, David, Marie. Non, mais on a déjà beaucoup parlé, hein. On a déjà beaucoup parlé. Donc, en tous les cas, on vous remercie. Et puis, de toute manière, on mettra cette vidéo, parce qu'elle a été enregistrée, en replay. Et puis, on pourra vous la. Donc, vous la aux transmettre. participants, là, on vous la transmettra si vous voulez la voir en replay. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Merci, Merci à tous, bonne journée. au revoir.